Merci Patrice. Oui, alors, effectivement, j'étais là il y a un an comme président de COP de France agroalimentaire. Et pour tout vous dire, ce n'était pas prévu à ce moment-là que je revienne cette année comme président de COP de France. Voilà, les circonstances en ont décidé ainsi, on les a un peu aidés, sans doute. Michel Prug donc, a décidé de ne pas renouveler son mandat, il nous en a informé à la fin de l'année dernière. Mes collègues du conseil d'administration, dont Boris fait partie, et puis peut-être un certain nombre d'entre vous qui sont là et que je n'ai pas vus, mais que je salue, m'ont demandé de regarder la possibilité d'être candidat, pour tout vous dire, et j'ai eu la faiblesse d'accepter, ce qui donne qu'aujourd'hui, donc je suis votre président, mais avec en fait un temps de réflexion. L'idée, évidemment, ne me déplaisait pas. Je pense qu'on est à un moment fort, je dirais même charnière, de notre vie, de notre existence et de notre monde coopératif. Et j'ai décidé de relever ce défi, comme j'en avais relevé d'autres avant, avec mes qualités et mes défauts, mais avec la volonté de faire bouger les choses et de les inscrire dans notre temps. Et ça m'amène directement un peu au sujet sur lequel vous m'avez demandé d'intervenir, qui est celui de notre action au sein de COP de France pour un certain nombre de raisons sur la gouvernance. Pas exclusivement, je ne m'étendrai pas forcément sur les sujets que vous avez déjà abordés, mais je voudrais quand même souligner la qualité des présentations et du travail qui est fait dans la fédération Auvergne-Rhône-Alpes et la mobilisation des équipes d'élus et de salariés. Et on a eu des exemples assez probants et en tout cas très intéressants de ce que je pense aujourd'hui le monde coopératif doit mettre en avant et développer. Et je vais avoir l'occasion d'y revenir. Et puis je vais m'adresser un peu plus particulièrement à nos représentants élus, Madame la députée, Madame la sénateur, ou sénatrice, si vous permettez, et Monsieur le directeur, Monsieur le directeur de la région, pour vous passer sans doute un certain nombre de messages. D'abord revenir un peu sur le contexte global, parce que je pense qu'il faut regarder d'où on part. On est dans un contexte global au sein de la société française aujourd'hui, avec des remises en question sur le fonctionnement démocratique et sur le principe de la représentation, entre la représentation, le principe de la démocratie représentative et le principe de la démocratie participative. Il y a tout un contexte, et je ne vais pas revenir m'étendre sur ce qui se passe depuis maintenant plusieurs mois dans ce pays, mais c'est effectivement, il y a un phénomène de société de remise en cause de l'élu et du responsable dès lors que l'on est confronté à un certain nombre de difficultés ou de prises finalement de décision. En ce qui nous concerne plus spécifiquement dans le monde agricole et agroalimentaire, on est aussi à la croisée d'un certain nombre de chemins en matière de grands mouvements. D'abord des mouvements économiques avec toute la dérégulation des marchés dans laquelle on est maintenant installé. Donc c'est une économie libéralisée, une confrontation directe à la volatilité des marchés pour bon nombre de nos filières. Et cette dérégulation a un impact important, et j'allais dire plus important, j'y reviendrai, sur nos coopératives. Nous ne sommes plus dans les 30 glorieuses où la protection a permis de gérer l'économie de nos filières. Il y a le contexte aussi d'agribashing, globalement, qui met en évidence finalement une incompréhension et une distance qui s'est accrue entre le monde agricole et le reste de la société. Et pour autant, la société nous renvoie qu'elle aime ses agriculteurs. Donc il y a quelque chose d'un peu difficile, en tout cas qui mérite d'être analysé. Et puis, évidemment, ça met aussi en exergue des nouvelles attentes de la société vis-à-vis de nos métiers, de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ça concerne évidemment les modes de production, avec tout ce que l'on sait autour du bien-être animal, autour de l'utilisation des pesticides, de la finalement meilleure connaissance et appréciation de ce que le consommateur achète et consomme. Voilà, et ça concerne aussi, bien sûr, tous nos procédés de transformation. Et bien sûr, nous, coopératives, on n'échappe pas à ce contexte parce que nous sommes d'abord des organisations
démocratiques et qui sont, comme aujourd'hui toutes les organisations démocratiques, interrogées par leurs adhérents sur le fonctionnement de notre vie démocratique et sur les décisions que nous prenons et le sens des décisions que nous prenons. Je vais y revenir. Mais nous sommes aussi, et c'est là où je veux quand même marquer quelques phénomènes importants, nous sommes aussi des opérateurs économiques. Je n'allais pas dire avant tout, mais nous sommes aussi des opérateurs économiques, des entreprises qui sont d'abord ancrées sur des territoires et des entreprises qui sont transgénérationnelles. Moi, je dis souvent que la coopérative, nous l'avons héritée de nos parents ou de nos prédécesseurs et nous l'avons empruntée à nos successeurs. Et nous avons le rôle et la mission de l'adapter dans son ancrage territorial à l'époque dans laquelle nous vivons. Et c'est ça, au fond, qui aujourd'hui nous impose un certain nombre, sans doute, d'évolutions, de décisions, d'adaptations dans lesquelles la gouvernance a un rôle primordial. Tout ça, en fait, je disais, s'exerce d'une manière un peu plus prégnante sur les coopératives, parce que aujourd'hui, l'agriculteur, sur son territoire, dès lors qu'il est confronté à une réalité de marché qui est devenue difficile, mondialisée, volatile, il s'adresse à son opérateur économique, et son opérateur économique privilégié, celui qui connaissait sa coopérative, parce que sa coopérative ne fera pas ce que d'autres opérateurs non coopératifs pourraient faire, c'est un ajustement par une baisse des volumes ou par la délocalisation de la production. Nous sommes là pour ancrer durablement et adapter la production à notre époque et aux exigences de notre époque. Et ça, c'est important. Donc tout le principe aujourd'hui de la réflexion économique comme acteur territorial que nous devons conduire, il est autour de tout ce que vous avez dit ce matin. C'est le principe de la création de valeur. Comment est-ce qu'aujourd'hui, nous ancrons nos coopératives dans une logique accrue et en fonction du contexte de création de valeur et surtout, évidemment, de répartition de la valeur. Pour nous, je le redis, nous sommes des acteurs qui nous inscrivons dans des temps longs. La coopérative, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Donc nous refusons aussi, nous ne pouvons pas être prisonniers de ce que j'appelle moi la dictature du court terme, c'est-à-dire la lecture à l'instant T de ce que sont les résultats. Les résultats, ils sont le fruit d'une décision, d'une réflexion qui permet de programmer, d'anticiper et de préparer ce que seront les valeurs que nous devons créer et ancrer sur les territoires pour demain. Et c'est là où, sûrement dans le débat que nous avons de manière générale aujourd'hui avec les différentes parties prenantes, il y a matière à expliquer, et surtout à démontrer cette différence, mais dans notre mission de la mettre en œuvre et de la prouver. Et pour créer cette valeur, pour être présent dans ce nouveau contexte, être compétitif, parce que je pense que nous, comme acteurs économiques, nous devons être compétitifs, et j'en profite juste pour dire dans cet aparté que le grand absent de tout le débat qui a eu lieu à travers les États généraux de l'alimentation, c'est quand même la compétitivité de nos métiers et de nos filières à tous les niveaux. Nous sommes là pour être présents aussi sur tous les marchés et valoriser la production de nos territoires sur tous les marchés. Et donc, pour durer, nous devons entendre ce que nous disent les adhérents, ce que nous dit la société, le prendre en considération, toute cette évolution des attentes, parce que c'est aussi une condition nécessaire pour avoir accès au marché aujourd'hui. Et là, je voudrais juste, sans doute être un peu caricatural, mais c'est une bonne façon sans doute d'expliquer les choses. Les coopératives ont été créées dans les années, dans les 30 glorieuses, dans les années 60-70, pour absorber le développement de la production, et j'allais dire, assumer dans une logique de flux poussé la valorisation de la production des agriculteurs de manière, en grande partie, je pense que très sectoriellement, il y a eu des choses un peu différentes, mais la grande majorité de la création et du développement des coopératives, il est sur le développement, il est pour absorber le développement de la production agricole, qui est d'ailleurs la mission de l'agriculture de l'époque.
Je pense qu'aujourd'hui, cette perception que nous pouvons renvoyer d'ailleurs vers nos parties prenantes, il faut la mettre évidemment derrière nous. Elle appartient au passé parce que le contexte économique a changé. Et aujourd'hui, un de nos leitmotivs, et qui est une des déclarations, j'allais dire, que j'ai faites en acceptant la présidence de COP de France, c'est que nous devons, comme vous l'avez dit ce matin, mettre la coopérative ou remettre la coopérative au centre d'un processus de création de valeur qui se situe à l'intersection entre le développement, enfin les attentes du marché en quantité, en qualité, et je dis moi de plus en plus en planification, et de les mettre donc en adéquation avec la production dans les exploitations de nos agriculteurs adhérents. Et quand je dis ça, ça veut dire que la définition que nous donnons souvent, qui est de valoriser la production de nos adhérents, n'est pas suffisante. Aujourd'hui, nous devons orienter, organiser et, dans ces conditions-là, valoriser la production de nos adhérents. Et ça, c'est une évolution importante, à la fois dans la perception que le monde, que la société d'une manière générale, mais aussi le monde agricole, a de nos coopératives, et que nous devons aussi avoir ou renvoyer comme image et comme finalement mission. Parce que le monde a changé, parce qu'il faut que nous adaptions. Et dans ces adaptations, il y a évidemment la réponse aux attentes de la société, mais aussi la réponse aux attentes de nos adhérents qui changent, qui évoluent. Moi, je dis d'une manière, là encore, assez caricaturale, les générations qui nous précèdent ont créé les coopératives pour être plus forts collectivement, la coopérative étant l'outil qui nous permet de ne pas être seuls face au marché et de mettre en marché, de manière collective, la production de nos exploitations. Donc nous sommes plus forts collectivement. Comment est-ce que nous sommes plus forts collectivement? Aujourd'hui, les jeunes, je dis les jeunes de manière un peu caricaturale, mais ce qui nous renvoie à ce qu'ils demandent, c'est comment est-ce que moi, dans un projet personnalisé sur l'exploitation, je peux tirer parti de l'outil collectif, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Il ne faut pas le refuser, il faut l'écouter, il faut l'entendre, il faut s'adapter, parce que je pense que les projets, et on en a tous en tête, et je pense que vous en avez illustré quelques-uns ce matin, sur lesquels s'orientent aujourd'hui les agriculteurs de demain, ils tournent autour de cette nouvelle perception et probablement sur une nouvelle façon de concevoir son métier. Ce n'est pas une généralité ce que je dis, mais je citais l'exemple hier soir d'une exploitation laitière d'une centaine de vaches chez moi qui va être reprise par 7 agriculteurs qui vont, sans la morceler, en diversifier les productions pour aller plus vers des marchés locaux et de proximité. Voilà. Mais c'est une réalité. La question que je me pose comme vice-président de Terrena, c'est comment j'accompagne ces évolutions dans la demande des associés coopérateurs. Et reviens à la gouvernance, parce que quand on doit faire évoluer à ce point à la fois la mission et la perception de notre outil coopératif, eh bien la démocratie, mais j'allais dire la gouvernance, est l'outil qui nous permet à la fois d'entendre, de mettre en œuvre et de rendre compte. Et les 4 mots que j'emploie, mais que j'ai emprunté à un intervenant du congrès de la FNSEA la semaine dernière, c'est débattre, décider, mettre en œuvre et restituer. Mais tout ça dans une logique de temps long, une stratégie. Ça se décide et ça s'exécute. Ça peut s'adapter, mais ça ne se renverse pas tous les 4 matins. Voilà. Et ce n'est pas parce que le marché a éventuellement conjoncturellement un peu changé qu'on doit réviser, enfin, modifier la stratégie. On peut l'adapter, mais on ne peut pas la réviser, la changer. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut décider et que les faits majoritaires doivent être reconnus et doivent permettre de décider. Et là, j'en viens à ces histoires de démocratie représentative et démocratie participative. La démocratie participative peut permettre éventuellement de sonder, de prendre le pouls et de définir une orientation, mais il faut la démocratie représentative pour exécuter, mettre en œuvre et tenir dans le temps. J'insiste là-dessus, dès lors qu'on a une responsabilité économique, c'est indispensable. Et j'ajoute une chose importante parce qu'elle est en train d'émerger.
Et je vous l'ai dit, mesdames, dans nos coopératives, il y a plusieurs façons d'organiser la gouvernance entre le choix d'un conseil de surveillance et d'un directoire, et d'un conseil d'administration et d'une direction générale et d'un comité de direction. Je pense et j'affirme que dès lors que nous sommes dans une coopérative en lien avec des adhérents et un territoire, la formule du conseil d'administration et de la direction générale qui exécute finalement doit être privilégiée, voire exclusive. Pourquoi ? Pourquoi je le dis et je l'affirme ? Parce que c'est une question d'autorité stratégique. Un conseil d'administration a, par la représentation, l'autorité stratégique et il délègue l'exécution de cette stratégie à une direction générale. Dès lors que vous êtes dans un conseil de surveillance et un directoire, vous challengez la stratégie, dans le conseil de surveillance, vous challengez la stratégie que le directoire vous propose. Et là, je trouve que c'est confortable, mais dans des situations où on n'est plus forcément en lien direct avec l'adhérent et le territoire. Dès lors qu'on est en filiale, par exemple, moi j'ai vécu les deux, et les deux sont adaptés à la coopération, mais pas dans le même contexte. Voilà. Et donc, sur certains sujets aujourd'hui qui émergent, j'affirme que nous devons aussi regarder à cette organisation de la gouvernance dans nos coopératives. Je dis juste, et pour conclure un peu sur cette partie, que évidemment la gouvernance, la démocratie aussi, c'est l'outil qui nous permet d'apporter la réponse aux adhérents par l'écoute et par l'obligation de rendre compte. Et d'ailleurs, j'interviens derrière les réviseurs, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais ça m'y fait penser. Je pense qu'aujourd'hui, les organisations de révision et la révision dans nos coopératives est un élément essentiel de contrôle, justement, du bon fonctionnement de ces gouvernances. Et je sais à quel point, aujourd'hui, cette mission est déterminante et fondamentale et qu'elle doit accompagner, justement, la crédibilité de nos coopératives et la preuve qu'on a apportée. Alors j'en viens maintenant à une autre partie qui nous a mobilisés et qui nous a amenés à faire ces propositions sur la gouvernance. Vous savez qu'on est dans un pays où il y a une activité législative abondante. Ça n'est pas une critique, c'est un constat. Et qu'à chaque train législatif, il y a, législatif qui concerne l'agriculture et l'agroalimentaire, il y a un épisode pour la coopération. Parfois, enfin souvent très médiatisé et parfois récupéré, souvent pour masquer le vrai problème qui est celui de la compétitivité de l'exercice de nos métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire liés au changement de contexte que j'ai expliqué. Et dans l'appréciation un peu sans doute par méconnaissance de ce que nous sommes, si les prix aux agriculteurs ne sont pas bons, c'est sans doute parce que les responsables de coopératives ne prennent pas les bonnes décisions. Nulle part, on s'interroge sur le fait que, a-t-on tout mis en œuvre d'un point de vue de la régulation publique, entre guillemets, pour mieux accompagner les filières. Ce n'est pas forcément, d'ailleurs, que des outils institutionnels qu'on connaissait par de l'intervention ou des choses comme ça. Ça peut être aujourd'hui des systèmes d'assurance face aux risques devant lesquels nous sommes. Donc je pense qu'il faudra aussi s'interroger sur ces questions-là. Je sais que vous le faites, mais non, les responsables de coopératives sont aussi sur les marchés, comme l'ensemble des autres acteurs économiques, et que le marché s'impose à eux, et les décisions qu'ils prennent sont des décisions de responsables face à ce contexte de marché et en fonction des attentes de leurs adhérents. Alors, dans cette longue tradition législative et réglementaire, donc, qui vient encadrer notre fonctionnement, je vais évidemment faire référence à la fameuse ordonnance dont tu as parlé, Patrice, dans ton intervention, et vous dire, bon, aujourd'hui, si nous nous sommes mis dans une posture de défense, comme tu l'as dit, et je remercie vraiment
Je remercie vraiment votre fédération régionale pour sa mobilisation, comme les autres fédérations, mais je pense qu'il y a eu ici une très grande mobilisation. Et je suis heureux de pouvoir compter sur vous, fier et rassuré de pouvoir compter sur vous dans ce genre de situation. Évidemment, c'était impliqué dans les EGA, puisque l'ordonnance, enfin la loi et l'ordonnance proviennent des EGA. Évidemment qu'on s'était impliqué, je pense et je continue de penser que l'objectif des EGA étaient des bons objectifs. Nous n'étions pas en désaccord avec les objectifs. Quoi de mieux que de vouloir créer plus de valeur et mieux la répartir vers les agriculteurs pour augmenter finalement les revenus et le niveau de vie de nos agriculteurs, qui est considéré comme trop faible, et on est bien d'accord. Je note quand même qu'on a très vite abandonné, trop vite, la notion de création de valeur pour se concentrer sur la répartition de la valeur. Et moi, je dis que répartir la valeur qu'on n'a pas créée, ça finit toujours mal. Ça finit à vouloir se manger dans la gamelle les uns des autres. Vous n'avez qu'à regarder comment ça fait dans un monde ailleurs. Ça finit en général pas très bien. Voilà. Bon, néanmoins, nous y sommes engagés, nous y avons travaillé. Nous avons même travaillé à la co-construction de cette loi parce que elle était nécessaire. Je suis plus réservé sur les moyens qu'on a mis, notamment par la hausse du SRP et l'encadrement des promos, en tout cas sur les résultats que ça génère, parce que pour l'instant, mis à part une filière qui est la filière laitière et encore sur certains segments, on n'a pas encore vu grand-chose. Et on attend. Donc finalement, cette fameuse théorie du ruissellement ne fonctionne pas, et j'ai quand même le sentiment qu'elle va être utilisée à autre chose. Et je sais que vous avez créé des commissions. Nous y serons audités et nous y serons auditionnés, et évidemment, j'aurai l'occasion de vous en parler. Mais l'ordonnance, aujourd'hui, il y a 3 points sur lesquels nous sommes mobilisés. Le premier, il y en a 2 sur lesquels, évidemment, nous acceptons la discussion et nous acceptons les évolutions. C'est celui du rôle du médiateur des relations commerciales, mais avec une primauté en ce qui nous concerne sur le médiateur de la coopération. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que le médiateur de la coopération, nommé par le ministre, là-dessus, moi, je n'ai pas de problème, mais ait autorité sur l'ensemble des sujets qui concernent la coopération, y compris les questions de rémunération des adhérents. Il est hors de question de déléguer au médiateur des relations agricoles des questions qui concerneraient spécifiquement les questions économiques ou de rémunération. Donc on a un point sur lequel on a avancé, on n'est pas complètement abouti, mais sur lequel, je pense, nous arriverons à trouver la voie qui nous permettra de fonctionner. Le deuxième, c'est l'évolution du HCCA. Moi, sur ce que vous venez de présenter, j'y reviens pas, on a un sujet quand même sur la façon dont sont mises en évidence les recommandations qui pourraient être faites dans un guide. Mais là encore, je pense qu'il y a matière à discussion et que nous pouvons trouver des voies médianes de sortie qui permettent à tout le monde de fonctionner. Nous ne sommes évidemment pas opposés à ce que le HCCA renforce ses pouvoirs de contrôle et voire de coercition sur nos coopératives. En revanche, nous sommes opposés et nous refusons, dans l'ordonnance, l'article sur les prix abusivement bas. Pas pour échapper à nos responsabilités. Je viens de vous décrire quelles étaient nos responsabilités et nous assumons et nous assumerons ces responsabilités qui sont celles d'assumer et d'assurer une rémunération dans la durée à nos associés coopérateurs en toute transparence et en assumant ce que sont dans nos missions les risques que nous devons prendre sur les territoires pour créer cette valeur. Mais j'y suis opposé parce qu'elle touche au fonctionnement et au cœur de notre modèle en l'assumant et en l'assimilant, de fait, à un contrat commercial qui n'est pas dans le fonctionnement coopératif. Les adhérents des coopératives sont tous copropriétaires de leur coopérative. La coopérative est le département de mise en marché pour le compte des exploitations des adhérents. Ça n'est pas une relation commerciale, c'est une relation coopérative. Le contrat commercial, il se fait entre la coopérative et ses clients. Et enfin, je m'y oppose, nous nous y opposons, et c'est là où je suis un peu sorti sans doute avec une expression forte en communication dans une vidéo,
parce qu'elle touche aux valeurs fondatrices et aux valeurs fondamentales et qu'elle détournera les adhérents de la nécessité de leur implication dans la coopérative et elle détournera les responsables de la nécessité de prendre parfois des risques sur les territoires pour sauver la production sur les territoires. Et il y a 3 rangs derrière vous, Gérard Budin, ancien président de Sodial, qui sait parfaitement de quoi je parle quand je dis qu'on est parfois venu voir les coopératives pour sauver de la production sur les territoires, et elles continueront de le faire à condition qu'on ne les mette pas dans un cadre juridique à risque, parce que dans ces cas-là, nous retrouver devant les juges pour avoir pris des décisions qui, de nature à sauver la production sur les territoires, à pérenniser la production sur les territoires et qui auraient eu des conséquences négatives ou en tout cas défavorables temporairement sur la rémunération des associés et coopérateurs, est pour nous inadmissible. Donc, nous allons batailler. Nous avons bataillé avec le gouvernement et nous continuons avec ce que nous avons mis en place, donc hashtag touche pas à ma COP. Et je vous remercie une nouvelle fois ici, dans cette région, de vous être fortement mobilisés et je vous invite à le rester parce que ces ordonnances, aujourd'hui, elles sont au Conseil d'État. Cette ordonnance est au Conseil d'État qui l'étudie. Nous avons fait évidemment valoir ce que sont nos arguments au Conseil d'État. Nous attendons la sortie du Conseil d'État. J'ai confiance dans les institutions de mon pays. Et je vous dis que quel que soit le résultat de cette situation, nous assumerons notre responsabilité et nous accepterons le verdict et nous nous adapterons. Mais si le Conseil d'État nous entendait, nous ne tirerons aucune gloire et je m'engage à ce que nous soyons à la hauteur de la confiance qui nous serait faite en préservant l'intégralité de notre modèle, à mettre en œuvre tout ce que je suis en train de présenter et tout ce que nous devons faire dans les coopératives en matière d'amélioration continue de notre gouvernance pour adapter nos coopératives à notre époque. Si l'ordonnance sort avec et n'est pas modifiée, alors nous continuerons par des recours et toutes les formes que nous pourrons pour préserver notre modèle, pour préserver votre capacité à pouvoir développer vos coopératives sur les territoires. Voilà, j'en ai terminé sur ces 2 parties. Juste pour vous dire qu'évidemment, nous avons derrière tout ça sorti un guide de gouvernance, enfin publié un guide de gouvernance des coopératives que vous allez retrouver dans vos dossiers. Comment est-ce que nous avons bâti ce guide de gouvernance? Nous l'avons bâti, d'abord, tu l'as dit Patrice, et j'y reviens, nous l'avons bâti aussi sur les résultats. Nous n'avons pas attendu pour faire notre grand débat, peut-être que nous avons d'ailleurs inspiré certains pour faire un grand débat, mais nous n'avons pas attendu pour faire ce grand débat. Nous l'avons eu avec nos adhérents et avec nos salariés l'année dernière. Vous avez vu les résultats, Patrice vous les a présentés, et ça nous a servi aussi d'inspirateur pour sortir ce guide d'amélioration continue de notre gouvernance. Je remercie les équipes de COP de France qui se sont mobilisées pour le faire. Et comment nous l'avons fait? Nous avons mis une task force en place qui a recensé les bonnes pratiques, pratiques d'amélioration, pratiques améliorées dans les différentes coopératives et les a mises finalement dans un guide. Et comment vous allez retrouver dans ce guide? Eh bien, vous allez retrouver pour chaque thématique, enfin, il y a d'abord un rappel de ce que sont les principes coopératifs et ensuite nous avons pris 9 thématiques de gouvernance, je ne vais pas les citer, vous les retrouverez dans le guide. Pour chaque thématique, nous avons défini des enjeux, nous avons défini des finalités et émis un certain nombre de recommandations, une trentaine, sur ces 9 rubriques. Évidemment, aujourd'hui, maintenant que ce guide est sorti et que nous sommes en train de le diffuser, il faut que les coopératives se l'approprient. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'appropriation de ce guide, la façon dont on s'en empare et la façon dont, en fonction de nos situations individuelles, enfin pour chaque coopérative, nous nous approprions l'une ou l'autre des thématiques et mettons en œuvre certaines recommandations. Et nous avons évidemment besoin de faire ça parce que nous avons aussi besoin de le recenser pour prouver que nous sommes non pas dans une évolution ou une transition dans notre mode de gouvernance, mais nous sommes dans un processus d'amélioration continue qui répond aux exigences de notre époque, qu'elles soient en matière d'évolution économique ou en matière d'évolution des attentes, que ce soit celles de nos adhérents ou celles de la société qui nous entoure.
Ça me permet juste de vous dire, parce que pendant les EGA auxquels j'ai participé, comme un certain nombre d'entre vous sans doute, moi j'ai noté un changement important que les EGA, qui était déjà, qui était déjà lancinant, mais qui s'est matérialisé, qui s'est concrétisé dans les EGA. C'est qu'aujourd'hui, si pendant 30 ou 40 ans, les agriculteurs et le monde de l'agriculture et de l'agroalimentaire a réglé ces problèmes entre soi, dans une forme de cogestion, aujourd'hui, pour les raisons que vous savez, l'ensemble de la société, les problèmes d'alimentation, comme l'a dit Patrice, sont devenus des problèmes de société. L'ensemble de la société est entré dans nos débats, avec des entrées qui sont des entrées avec des attentes nouvelles exprimées, en matière environnementale, de bien-être animal, de connaissance de notre alimentation, et ils n'en sortiront plus. Ça aussi, ça nous oblige quelque part à intégrer le fait que nos orientations et nos décisions agricoles doivent intégrer ces éléments, et notre gouvernance doit aussi en tenir compte dans la manière dont nous sommes évidemment, dont nous prenons des décisions, mais aussi dont nous les restituons et dont nous sommes transparents dans la façon dont nous exécutons tout ça. Voilà, donc nous avons aujourd'hui au niveau de COP de France besoin de vous, parce que nous aurons à démontrer que les coopératives se sont appropriées ce guide et qu'elles sont entrées dans ce processus d'amélioration continue de leur gouvernance. Et le dernier message, c'est la gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas réglementaire. Nous n'avons pas besoin de contraintes réglementaires pour améliorer nos gouvernances. La gouvernance, c'est d'abord et avant tout des pratiques responsables au quotidien par les acteurs élus et salariés de nos coopératives. Que nous ayons à rendre compte et que nous soyons contrôlés, évidemment, c'est normal et nous le ferons. Mais nous sommes des acteurs responsables, nos missions sont claires et notre responsabilité, c'est de nous inscrire dans cette démarche d'amélioration continue, de restituer ce que nous avons fait et de mieux faire savoir, d'abord à nos adhérents, parce que c'est pour eux que nous effectuons, que nous réalisons, que nous remplissons ces missions, et de faire savoir aussi, évidemment, à nos parties prenantes, et là j'en viens bien sûr au reste du monde agricole, mais aussi au pouvoir public et aux parties prenantes institutionnelles et politiques. Et c'est ce que nous ferons au cours des prochains mois et des prochaines années. Mais pour ça, il faut que nous nous mobilisions pour nous emparer, nous approprier et faire fonctionner finalement l'amélioration continue de la gouvernance dans nos coopératives. Voilà, c'est donc un moment crucial pour notre crédibilité, je vous le redis, prouver que nous sommes des responsables et que nous sommes en amélioration continue. Et pourquoi, en fait, on fait tout ça, ou pourquoi je souhaite que nous fassions tout ça, c'est parce que je me suis engagé, en prenant la présidence de COP de France, à travailler pour l'unité du monde coopératif dans la diversité et dans la complémentarité. Donc, aux questions liées à l'importance des régions, c'est évident. Le réseau régional est important pour COP de France. Tous les réseaux sont importants, aussi celui des métiers et des filières. Mais je pense que nous devons mieux nous coordonner, mieux nous structurer, être plus efficaces ensemble en respectant nos diversités. Soyez rassurés, je ne suis pas un monothéiste. Je sais à quel point, pour avoir été président aussi des coopératives laitières pendant quelques années, à quel point cette diversité, cette richesse est importante. C'est pour préserver notre capacité dans les régions, dans les territoires, dans les coopératives évidemment, et dans nos sections métiers, à pouvoir continuer de prendre des initiatives au service de nos coopératives en ce qui concerne nos fédérations, mais au service de nos adhérents dans chacune de nos coopératives. Et c'est bien ça qui nous mobilise et qui nous motive, et c'est bien pour ça que nous nous battons, et c'est aussi pour ça que nous entrons aussi dans une phase de plus constructive et de proposition, et que nous avons besoin de mieux nous structurer, d'être plus forts ensemble. C'est bien pour être meilleurs au service de nos adhérents, en répondant à la fois à leurs attentes et aux attentes de la société et des consommateurs. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin d'assemblée.